Alors c'est un manga où un mec se transforme en tronçonneuse et son rêve dans la vie c'est de toucher des seins. Ah ouais, un truc bien débile quoi. Alors, impossible de passer à côté de Chainsaw Man. Tout a été fait par ses éditeurs pour que ce manga de Tatsuki Fujimoto devienne le nouveau phénomène à la sortie de son animé. Des affiches placardées dans toute la France, une campagne publicitaire qui ratissait très large. Bref, si vous n'avez pas entendu parler de Chainsaw Man, eh bien ravi de voir que la communauté des ermites de France regarde mes vidéos. Il en sait trop. Et avec une telle exposition, c'était certain que les critiques n'allaient pas tarder à tomber sur Chainsaw Man. C'est un produit vulgaire, violent, abrutissant, bien loin d'atteindre la qualité des prédécesseurs qu'il est censé remplacer. C'est la raclure de bidet du shonen qui ne propose rien de nouveau, un spectacle pour ados décérébrés sans le moindre propos. En plus, les dessins sont moches. On dirait que le seul point positif sur lequel tout le monde semble s'accorder, c'est que le générique de l'animé est un putain de banger. Chainsaw Man a une réputation de manga stupide et gratuitement violent, cristallisé par les blagues incessantes sur le personnage principal, Denji, et son grand objectif, celui de toucher une poitrine. Et miroir miroir, si tu dis que c'est stupide, c'est toi qui es stupide d'abord. Quoi, comment ça, c'est pas un argument convaincant? Bon ok, on va se plonger un peu dans pourquoi Chainsaw Man est un manga très malin, mais aussi pourquoi beaucoup de gens ne semblent pas le comprendre. Tiens, je parlais du générique par exemple. Juste avant le refrain, on entend... que l'on pourrait traduire par « je veux tenir ton cœur dans ma main ». Sauf que « mener », qu'on a ici traduit comme « cœur », peut également signifier « poitrine ». Omoshiroi desu ne. Ouais, ici on travaille son japonais, ouais. Mais c'est pas en regardant des animés en VOSTFR qu'on progresse, alors je profite du partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone. Est-ce que ça va m'aider à faire de meilleures analyses d'animés ? Sans doute pas. Est-ce que ça va me permettre de commander avec confiance au restaurant le jour où je pourrai enfin aller au Japon ? J'espère. Rosetta Stone, c'est donc une application pour apprendre des langues de façon immersive et intuitive. Pas de traduction, ni de liste de vocabulaire à mémoriser, mais des exercices de compréhension et de prononciation qui vous font directement pratiquer la langue que vous voulez apprendre. Et vous aurez l'air super malin en répétant des mots dans votre micro en plus. Kanojo wa sandwichi o motte imasu. Il y a un outil de reconnaissance vocale qui vous juge exactement comme le feraient vos camarades de classe si vous preniez des cours. Kuruma unten shite imasen. Je fais une leçon de japonais tous les jours, c'est important de pratiquer régulièrement, et j'apprends quotidiennement quelque chose de nouveau. Comme ça, tandis que j'économise pour me payer un voyage au pays des cerisiers en fleurs, je me prépare pour les situations essentielles. Toire wa doko desu ka? Karaoke ni iko! Oni-chan yamete! Si vous voulez aussi apprendre le japonais, ou une autre des 24 langues disponibles sur Rosetta Stone, vous pouvez profiter de ma remise exclusive de moins 50%. Ne ratez pas l'abonnement Lifetime qui passe du coup de 349 à 174,50€. C'est donc un abonnement à vie, vous l'achetez une fois. Comme ça, après avoir maîtrisé le japonais, même si ça vous prend 10 ans, vous pouvez passer au coréen pour la décennie suivante. Si la méthode ne vous convient pas, vous avez également 30 jours pour vous faire rembourser. Largement le temps de voir si elle est efficace ou non. Suivez le lien dans la description ou le commentaire épinglé et lancez-vous dans l'apprentissage d'une nouvelle langue avec Rosetta Stone. Mais pas besoin de parler japonais pour comprendre Chainsaw Man. En principe, c'est un manga accessible à tous. D'ailleurs, cette vidéo ne contient pas de spoil au-delà de la saison 1 de l'animé, même si je recommande fortement de lire le manga parce qu'il y a énormément de choses dans la suite des événements qui va résonner avec mon argumentation. Ce n'est pas le premier manga de Tatsuki Fujimoto, déjà connu pour Fire Punch, mais cet auteur reste très jeune. Il n'a qu'un an de plus que moi. Ah bon, t'es jeune toi? Je suis l'homme du siècle dernier. Bref, c'est donc un auteur qui a grandi avec les fameux mangas dont Chainsaw Man est censé reprendre le flambeau. Tout comme moi, son enfance a été bercée par Naruto, One Piece, Bleach, Death Note, tous ces grands mangas d'un âge d'or perdu. Car c'était mieux avant, tout le monde le sait. Et pourtant, les critiques de Chainsaw Man s'évertuent à dire que c'est un pas en arrière par rapport à cette génération. Que toute la subtilité en a été essorée et qu'il ne reste plus que de la forme et absolument pas de fond. Une histoire de chasseur de démons, l'un des écueils les plus épuisés dans le fantastique nippon, avec des personnages stupides et un humour vulgaire qui se repose uniquement sur un caractère design à peu près intéressant pour l'homme tronçonneuse éponyme. On en revient à la blague, c'est l'histoire d'un mec qui se transforme en tronçonneuse et qui rêve de toucher des nibards. Mais pourtant, je vous assure, Chainsaw Man, c'est très intelligent. C'est une vraie étude des formules du shonen, une déconstruction des archétypes de personnages qu'on a l'habitude d'y retrouver, et une œuvre qui baigne dans la philosophie et la psychologie. Justement, le délire de toucher des nénés, c'est une satire évidente de la formule du héros de shonen. Naruto voulait devenir Hokage, Luffy veut être roi des pirates, Denji, lui, veut quelque chose d'à la fois vulgaire et insignifiant. Et d'ailleurs, il l'obtient très vite, ce qui est d'abord une énorme déception pour lui avec Power, puis un électrochoc avec Makima. Mais surtout, quand il réalise son rêve, l'histoire ne se termine pas. Il veut désormais plus, rouler un patin. C'est toujours vulgaire, toujours insignifiant, et c'est toujours pas ça l'important. L'important, c'est que son objectif le fait avancer sur un chemin. Tout le monde dans l'histoire lui dit qu'il est bête et vulgaire, il est méprisé pour ses rêves. Mais ses rêves sont un moteur de ses actions, et surtout un bon moyen pour d'autres personnages de le faire agir. Il est d'abord manipulé par Power qui lui promet de le laisser toucher sa poitrine s'il sauve son chat, et je pense pas spoiler quoi que ce soit en disant qu'il est également manipulé
manipulé par Makima, parce que les rêves de Denji sont utilisés pour illustrer sa naïveté, mais également l'idée qu'avoir un objectif fait de nous des esclaves. Une idée qui est également exploitée avec le personnage de Haki, qui est esclave de sa quête de vengeance, et qui est prêt à tous les sacrifices pour l'obtenir. Et je pourrais continuer pendant des heures à décortiquer point par point tout ce que Fujimoto met en place dans son histoire, mais il y a déjà plein de vidéos sur internet qui le font, et c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Dire que Chainsaw Man est une œuvre intelligente, c'est très bien pour flatter l'ego de ses lecteurs. Tripotons-nous en cercle pour nous rappeler à quel point on a bon goût. Mais moi je suis plutôt curieux de savoir pourquoi autant de personnes passent à côté de ces subtilités et de ces références. Pourquoi en regardant la même œuvre, ils ne voient pas tout ce qu'elle propose et s'arrêtent à une lecture de surface. Et je pense que la réponse à ces questions, c'est l'éducation aux médias. En anglais, on parle de media literacy, qui se traduit par le degré d'alphabétisation aux médias. L'idée, c'est que comme pour savoir lire ou écrire, on doit savoir appréhender les médias. Et donc, que si on ne l'apprend pas, on est médiatiquement analphabète. Et c'est pas une insulte ou une volonté de rabaisser les gens qui s'arrêtent en première lecture d'une œuvre. Tout comme la lecture n'est pas innée et doit s'apprendre, l'éducation aux médias ne se fait pas toute seule. Et si je n'ai trouvé aucune étude à ce sujet, parce que le concept est relativement récent, on peut supposer, au vu des discours habituels en ligne sur l'art et la fiction, qu'une bonne partie de la population est médiatiquement analphabète. Parce que c'est quoi être éduqué aux médias? C'est déjà comprendre une première chose. Il y a le texte et le sous-texte. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas explicitement dit que cette chose n'est pas sous-entendue. Le sous-texte, c'est ce qui donne du corps à une œuvre. C'est une complicité tacite entre les auteurs et l'audience. Par exemple, prenons le jeu Ocarina of Time. Totalement au hasard et pas du tout parce que c'est mon jeu préféré. Dans la partie adulte, on doit rencontrer les sages pour obtenir des médaillons. Ça, c'est le texte. Le sous-texte, c'est que tous les sages sont morts. Ce n'est pas dit explicitement. À aucun moment dans les dialogues ou la mise en scène, ce n'est rendu clair. Mais le sous-texte de leur sacrifice est bien présent, si on y fait attention. Déjà concernant Darunia et Ruto, on les rencontre dans leurs temples respectifs alors qu'ils s'apprêtent à affronter les boss. Et le fait que ce soit à Link de les vaincre sans la moindre trace de ses deux camarades, c'est un bon signe qu'ils n'ont pas forcément gagné. Mais ensuite, les dialogues de chaque sage au moment où ils nous donnent les médaillons sont remplis de nostalgie. Ce sont des adieux, c'est pour ça qu'à la fin, les sages ne se joignent pas aux festivités. Ils sont désormais des esprits. Et on peut très facilement passer à côté. Le sous-texte, il faut le chercher un peu, contrairement au texte. Il apporte une autre dimension à l'histoire, mais n'est pas essentiel à la compréhension de base. C'est justement pour ça que l'éducation aux médias est importante, parce que sinon, on ne touche que la surface des œuvres qu'on rencontre. Et l'un des grands poncifs pour comprendre le sous-texte, c'est de placer une œuvre au sein de son contexte et de ses références. Avoir la ref, c'est plus important qu'on peut le croire. Tiens, par exemple, il y a une œuvre qui est énormément citée par beaucoup de gens qui l'ont lue, mais qui n'ont absolument pas les refs essentiels pour la comprendre. 1984 est un livre de George Orwell, auteur britannique, qui l'a publié en 1949. Les gens adorent dire « on est dans 1984 » ou « c'est orwellien » ou encore hurler à la novlangue dès qu'un néologisme fait du bruit dans le débat public. Et je pense que ces gens ont effectivement lu le bouquin, c'est un des bouquins les plus lus en Occident. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que 1984 dénonce. Par exemple, la novlangue, c'est pas ajouter des mots dans une langue. Justement, le nom est choisi dans l'histoire à des fins de propagande pour donner l'impression d'innover et de faire évoluer la langue. Sauf que ça, c'est ce qui se passe naturellement avec n'importe quelle langue. Sinon, on parlerait tous encore proto-indo-européen. Mais si vous avez lu 1984, vous devriez savoir qu'on ne doit pas trop faire confiance aux partis Hang Sok. Vous avez peut-être remarqué qu'ils disent pas tout le temps la vérité. Et la vérité, c'est le mensonge. Parce que la novlangue, dans cet univers, a pour but d'appauvrir le vocabulaire. L'idée, c'est que si on retire les mots qui vont contre le système, on retire également les concepts qui y sont associés. Tu ne peux pas te révolter si tu n'as pas de mots pour la révolte. Et quand de nouveaux mots arrivent pour désigner de nouvelles réalités, à votre avis, qui est-ce qui fait de la novlangue? Ceux qui utilisent ces nouveaux mots ou ceux qui veulent les interdire? Si beaucoup de gens passent complètement à côté de ça, c'est peut-être parce qu'ils voient 1984 sous un prisme qui n'est pas celui de George Orwell. Or, on ne peut pas dissocier un auteur de son œuvre. Il était de gauche, anti-impérialiste, syndicaliste, socialiste, antiraciste et antifasciste. C'est un mec qui s'est littéralement engagé dans la guerre en Espagne pour aller buter du facho. C'était pas un intellectuel de salon, et c'est un mec qui, quand il est rentré de la guerre, a été atterré de voir les intellectuels du parti communiste anglais qui n'avaient jamais mis le pied sur le front, suivre la propagande franquiste et accuser le parti ouvrier avec lequel il a combattu d'être les vrais fascistes. Orwell a été témoin direct de ce qu'il dénonce dans 1984, la déformation de la vérité d'un côté, mais aussi la propension des révolutionnaires de gauche à traiter l'URSS comme un modèle et considérer le prolétariat comme un moyen de prendre le pouvoir dont on pouvait se délester une fois la révolution accomplie. 1984, c'est un message d'avertissement d'un gauchiste adressé à la gauche face aux dérives dont il a été témoin. Une élite bourgeoise qui s'accapare le pouvoir sous prétexte de révolution, écrasant le prolétariat sous sa botte avant de réécrire l'histoire pour garantir la prospérité de son régime totalitaire. C'était un matérialiste qui considérait que l'oppression par une classe capitaliste ou par un régime totalitaire communiste se valait, car la misère du peuple était indépendante de la couleur des bottes de la police. Orwell
Orwell dénonçait le totalitarisme et la violence d'État, pas le franglais et l'écriture inclusive. L'un de ses grands combats de son propre aveu, c'était la justice sociale. C'était littéralement un SJW. Mais c'est très souvent qu'on passe à côté du sens d'une œuvre quand on en ignore la dimension politique. Genre les Trumpistes qui passent du Rage Against the Machine en meeting politique. Le groupe connu pour ses prises de position politique contre le racisme et le capitalisme. Mais quand tu n'es pas éduqué aux médias, tu te dis juste que la musique sonne bien. Et tu fais pas gaffe au fait qu'elle se fout ouvertement de ta gueule et méprise absolument tout ce que tu représentes. Et là j'ai pris la politique comme exemple d'analphabétisme médiatique parce que c'est la forme la plus répandue. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle de politique et ne veulent pas s'y intéresser. Et donc passent complètement à côté des œuvres qu'ils regardent. Genre Star Wars, dont le sous-texte politique est absolument transparent et a été confirmé à maintes reprises par George Lucas en interview. Non, c'est pas juste des lasers dans l'espace, c'est la guerre du Vietnam, c'est l'administration Bush. Mais il y a aussi un sous-texte historique avec les Jedi qui sont un parallèle évident à la caste des samouraïs japonais, Star Wars étant fortement influencé par le cinéma de Kurosawa. Les œuvres, de fiction ou non, sont faites par des gens. Et ces gens n'apparaissent pas ex nihilo, ils vivent dans un contexte politique, historique, ils ont grandi avec certaines œuvres. Tout ça, ça donne des clés de lecture sur ce qu'ils créent, qui s'appelle Orio l'intertextualité. Et c'est tout aussi vrai pour l'auteur de Chainsaw Man. Tatsuki Fujimoto, de son propre aveu, c'est un énorme cinéphile et un grand fan de cinéma coréen. Je vous invite fortement à regarder la vidéo de Bolche Geek sur le cinéma coréen, parce que je vais pas rentrer dans les détails après ma diatribe sur 1984. Mais il y a une citation de Fujimoto sur le cinéma coréen qui est très intéressante. Beaucoup de gens disent que dans les films coréens, on ne sait jamais ce que pense le réalisateur, alors qu'en fait, si on regarde jusqu'au bout, c'est là qu'on comprend. Je veux faire quelque chose dans ce genre. Fujimoto n'est pas intéressé dans le fait de raconter une histoire qui prend son sens immédiatement, facile à digérer, convenue. Il veut nous emmener quelque part. Et encore une fois, faut le replacer dans son contexte. Il a grandi avec les shonen populaires et leurs héros aux grands rêves. Il sait qu'il s'inscrit dans ce courant. Il est publié dans le Shonen Jump. Donc il nous prend à rebrousse-poil en allant immédiatement à l'encontre de nos attentes. Et le texte c'est « Denji veut toucher des nénés, c'est rigolo ». Mais le sous-texte, c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce qu'en ayant un objectif si vulgaire, si simple, Denji est quelqu'un de facilement manipulable. Et ça porte un message, l'idée qu'on est esclave de nos désirs et qu'ils sont la source de nos souffrances. Maintenant, un point à celui qui devine quel sous-texte philosophique se cache derrière cette idée. C'est le bouddhisme. Un dictionnaire Larousse à ceux qui auront deviné. Dans la religion bouddhiste, qui vous le savez peut-être est pas mal répandue en Asie de l'Est, eh bien l'un des grands principes philosophiques, c'est l'éveil, qui s'opère en se débarrassant du désir et de l'illusion, les deux causes de la souffrance humaine. L'histoire de Chainsaw Man est empreinte des influences de son auteur, et si on lit ce manga sans avoir conscience de ses influences, sans être éduqué à ces médias, oui, on va lire un manga stupide, parce qu'on ne saura pas le lire. Par contre, quand on connaît les principes du bouddhisme, on découvre son sous-texte philosophique et religieux, on comprend le prisme à travers lequel le personnage de Denji évolue. Quand on connaît le cinéma coréen, on repère immédiatement l'aspect contestataire et anti-système de son sous-texte politique, qui s'exprime déjà dans la forme par l'abus de gore et de violence, mais aussi dans le fond par la présence d'antagonistes au service du pouvoir en place, qui sont des obstacles à l'émancipation des héros. Et rien qu'en connaissant un peu les mangas, surtout ceux du Shonen Jump, on voit la volonté transparente de déconstruire les écueils du genre, pour mieux reconstruire par-dessus. Difficile de ne pas faire un parallèle entre Denji, Aki et Power, et le trio Naruto, Sasuke, Sakura. Il est blond, ses cheveux sont en pétard, il a eu une enfance difficile et un démon est scellé à l'intérieur de lui, c'est un brin taciturne dont la famille a été massacrée et qui a une quête de vengeance en rapport avec son frère, c'est une fille à petite poitrine avec des cheveux roses et un sale caractère, ils ont un mentor grognon mais sympa dans le fond, traumatisé par son lourd passé, on serait presque au niveau de la parodie si c'était pas des énormes archétypes de ce genre de manga. Mais justement, en prenant cette base, Fujimoto nous donne un cadre familier pour mieux le déconstruire sous nos yeux. Et j'en dirai pas plus pour pas spoil, mais les personnages de Chainsaw Man n'ont pas forcément le même développement que ceux de Naruto. Choquant, n'est-ce pas? L'art n'est pas libre de tout contexte. On peut regarder un tableau comme le radeau de la Méduse et le trouver magnifique. Mais il est aussi politique et témoin d'un contexte historique. Non seulement il représente un événement d'actualité pour le peintre, mais il porte aussi un message hostile à l'esclavage et à la restauration. Pas le fait de restaurer des tableaux, et aucun rapport avec les bistrots et les restaurants. La restauration de la monarchie au début du 19e. Sauf que c'est pas évident en regardant l'œuvre, c'est du sous-texte. Et pour le comprendre, il faut être éduqué sur l'artiste et le contexte dans lequel il a vécu. Alors va falloir réviser l'histoire du 19e les gars. C'est ça l'éducation aux médias dans le fond. Apprendre à placer une œuvre dans le corpus qu'il a vu naître. Savoir qui l'a faite, pourquoi, dans quelles conditions, comment elle est arrivée jusqu'à nous. S'éduquer aux médias, ça passe par avoir de la curiosité. Et ça sert pas qu'à défendre des mangas avec des héros qui veulent toucher des poitrines. C'est important aussi quand on s'informe. Lire un article en ligne par exemple, qui vous explique que le vidéaste Le Tropper boit le sang des chatons pour faire pousser sa barbe, et ben peut-être que ça nécessite de se questionner sur l'auteur de cet article, le site qu'il a publié, sa ligne éditoriale. Par exemple, s'il est publié sur le site antitropper.fr, écrit par Je déteste le Tropper 84 et diffusé par le compte Twitter @letropper+du-cul, c'est peut-être pas une info très fiable. Bon, dans ce cas précis, ils sont tombés juste, mais je vous jure, j'ai essayé toutes les crèmes, y'a que ça qui marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, encore merci à Rosetta Stone, si ça vous intéresse, le lien est dans le commentaire épinglé ou la description en bas. Merci Morgane
Christophe, Glenco, Pouillou, Arnaud, Billy, Radi, M, Laetitia. Vous êtes les bestes. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Tropper. Out. Abonnez-vous! Ou sinon... Les ermites vont venir dans votre sommeil et vous faire goûter leurs orteils.